Bonjour à tous. Déjà, courage, je suis la dernière. Donc moi, je suis Émeline Courtois, je suis postdoctorante voilà, dans l'équipe ID Biostat et je vais vous présenter aujourd'hui donc un travail qui porte sur des algorithmes basés sur le sous-échantillonnage et la régression lasso afin d'identifier des médicaments protecteurs dans la maladie de Parkinson. Et c'est une étude donc, qui a été menée au sein du SNDS, comme vous l'a dit Agnès tout à l'heure. Donc, ce travail, en fait, il s'inscrit dans un projet de recherche plus vaste, comme ça a été dit. Donc, c'est un projet qui est financé par la fondation Michael J. Fox et dont l'investigateur principal est Alexis Elbaz d'Exposome et Hérédité. Donc là, je vous ai mis le nom de toutes les personnes impliquées dans ce projet. Et en particulier, une partie du projet implique les données de la cohorte Constance. Voilà, et donc voilà le nom de nos principaux interlocuteurs au sein de l'UMS 11. Donc, très rapidement, pour un petit peu de background, donc, la maladie de Parkinson, c'est le trouble neurologique qui connaît la plus grande augmentation en termes de prévalence d'invalidité et de décès. C'est une maladie aussi qui connaît une très longue phase prodromale, jusqu'à 20 ans éventuellement, hein, donc c'est-à-dire une phase où les individus, le diagnostic de la maladie de Parkinson n'est pas posé. En revanche, ces individus-là présentent déjà des signes annonciateurs de la maladie. Concernant cette maladie, les options thérapeutiques qui sont actuellement disponibles, elles ne sont que partiellement ou transitoirement efficaces. Et dans ce contexte, il y a eu un intérêt donc, pour le repositionnement de médicaments, c'est-à-dire l'utilisation de médicaments qui sont déjà connus à d'autres indications que ceux pour lesquels ils ont été testés initialement. Et particulièrement donc, concernant la maladie de Parkinson, il y a eu plusieurs agents prometteurs qui ont été identifiés ces dernières années, qui ont été listés dans cette référence que je vous donne là. Et en particulier, on peut nommer donc, un intérêt qu'il y a eu sur les bêta-2 agonistes. Donc, notre objectif dans ce travail-là, c'était de détecter des médicaments déjà commercialisés qui sont potentiellement associés de manière inverse à la maladie de Parkinson via une étude, via une étude, un criblage en grande dimension et automatisé. Donc, juste deux mots. Là, ici, ce travail-là, c'est quasiment un travail de détection de signaux en pharmacovigilance, juste les objectifs ne sont pas les mêmes. Mais par la suite, je parlerai de signaux ou de détection de signaux quand je ferai référence donc, à nos travaux et à nos découvertes. Donc, nous avons travaillé sur une étude de cas témoins en utilisant les données du SNDS sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2018. Des cas incidents de maladie de Parkinson ont été identifiés en 2016, 2017 et 2018 grâce à un algorithme d'identification qui a été validé précédemment. Et des témoins ont été appariés sur l'année, l'âge, le sexe et le département. On a effectué certains filtres sur cette population. En particulier, on a filtré les individus, donc cas ou témoins, qui présentaient un historique de démence ou qui avaient un historique de consommation de neuroleptiques. Donc, notre population, elle comprenait au total 40 000 cas, plus de 40 000 cas et plus de 176 000 témoins. Donc là, on n'a plus le ratio d'appariement 1 sur 3 qui était initialement celui qui avait été, que l'on avait à la construction de l'étude cas témoins, à cause des filtres dont je vous ai parlé. C'est également à cause de ces filtres qu'on n'a plus égalité des sex ratios. Hein. Donc là, on voit qu'on a un petit peu plus d'hommes dans notre population de cas. En revanche, au niveau de l'âge moyen, on s'y retrouve. Hein, on a vraiment une quasi-égalité entre l'âge moyen des cas et des témoins, donc autour de 72 ans. Parmi les autres variables sociodémographiques qu'on a considérées dans notre étude, on a considéré donc le FDEP, un indice de défavorisation sociale, que l'on a considéré en classe, donc, selon le quintile en fait, du FDEP. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a là aussi à peu près une bonne répartition, une répartition à peu près équivalente entre les cas et les témoins en fonction du quintile du FDEP. Donc Q5 correspondant aux communes qui sont le plus défavorisées. Et la dernière variable sociodémographique qu'on a considérée, c'est la surface agricole utile, qui est donc un proxy de l'exposition aux pesticides, parce qu'on sait qu'il y a un risque accru de maladie de Parkinson quand on est plus exposé aux pesticides. Donc là aussi, on a une répartition à peu près équivalente entre nos cas et nos témoins, et on voit que notre population, elle est quand même majoritairement urbaine, ce qui correspond à Q1, le premier quintile de la SAU.
Donc, en termes de méthode, alors on a considéré dans nos études plusieurs paramétrages en termes de durée de lag et durée de période d'étude. Alors, pourquoi lag? Parce que, comme je vous l'ai dit, la maladie de Parkinson a une longue phase prodromale, donc on considère des lags pour prendre en compte la durée de cette phase prodromale et donc éviter au maximum tout ce qui est biais de causalité inverse. Donc, notre analyse principale, c'était 8 ans de lag et 2 ans de période d'étude. Et comme analyse de sensibilité, on a considéré 5 ans, 5 ans. L'exposition aux médicaments, elle a été définie comme le nombre de délivrances de médicaments sur notre période d'étude, où on a considéré plusieurs niveaux de la classification ATC. Donc, la classification ATC, c'est une classification hiérarchique qui sert donc à classer les médicaments en fonction des organes cibles ou des propriétés thérapeutiques, chimiques des différents médicaments. Donc, le 4e niveau, qui est celui de notre analyse principale, ça correspond au sous-groupe chimique, et le 5e correspond au niveau de la substance. Donc, parmi les autres covariables qui étaient disponibles dans le SNDS, on a considéré donc, les covariables sociodémographiques dont je vous ai parlé, les ALD, donc le statut ALD, les données d'hospitalisation, le recours aux consultations, des actes biologiques, et enfin, donc, pour toute la dimension donc, de l'exposition aux médicaments, hospitalisation, consultation ou actes biologiques, on a créé des variables binaires, comme dans le travail de Schneeweiss et al., qui correspondent, donc, par exemple, pour les médicaments, à différents niveaux d'exposition. C'est un codage qui est un petit peu plus différent que le codage classique en classe, puisque c'est un codage emboîté, mais on y reviendra plus tard. Et enfin, donc, on a appliqué un filtre à toutes ces indicatrices binaires qu'on avait au final, en supprimant les indicatrices qui présentaient moins de 100 occurrences. Donc, au total, on a considéré 20 variables sociodémographiques binaires, 15 statuts binaires aussi d'ALD. En rouge, vous avez le nombre de variables binaires quand on a regardé les médicaments au niveau du sous-groupe chimique. Et en bleu, vous avez le nombre de variables binaires qu'on a regardé au niveau de la substance. Donc, voilà, pour revenir très rapidement sur ce codage, en fait, ça consiste à créer jusqu'à 3 indicatrices pour une même exposition médicamenteuse, qui va en fait chercher à mettre en compétition les différents niveaux d'exposition, donc once, sporadique et fréquent. Once est toujours créé, ça correspond à une exposition ever-never. Sporadique et fréquent sont déterminés en fait à partir c'est des cut-offs qui sont déterminés à partir des données. Donc, sporadique, c'est le nombre médian de prescriptions sur la période d'étude, et fréquence est donc le 75e percentile. Voilà, donc dans notre analyse principale, qui est celle en rouge, au total, on a considéré 1302 variables binaires. Donc, nous avons implémenté sur ces données donc, une méthode de détection de signaux de type machine learning, et basée sur l'algorithme proposé par Menshausen et al. Donc, cette méthode, elle consiste, pour une itération petit b, à, dans un premier temps, couper le jeu de données en 2 sous-échantillons de taille égale et de manière aléatoire. Donc, 2 sous-échantillons qu'on va appeler D1 et D2. Dans un second temps, sur D1, on va implémenter une stratégie de sélection de variables. Donc, nous, on a choisi de faire une cross-validation 5-fold avec une régression logistique pénalisée de type lasso, afin d'identifier, donc sur D1, un ensemble de variables a priori pertinentes qu'on va appeler grand S. Enfin, dans un troisième temps, sur D2, on va implémenter une régression logistique classique avec ces variables qui ont été précédemment identifiées. Et pour ces variables-là, on va obtenir des coefficients de régression estimés, donc bêta chapeau. On va calculer des p-valeurs unilatérales grand P. Et pour toutes les variables qui ne sont pas dans le grand S, on va fixer bêta chapeau égale à 0 et leur p-valeur égale à 1. Donc, au final, avec toutes ces informations issues de cette méthode-là, on va décider que l'on génère un signal. Donc, c'est les médicaments qui vont présenter en fait un pourcentage de sélection supérieur à 50% sur les 500 itérations de notre méthode. Donc, ont été sélectionnés plus de 50% du temps avec notre cross-validation, et qui présente un bêta chapeau moyen négatif, pour avoir une idée du sens de l'association. Donc, dans notre étude principale, nous avons criblé 374 sous-groupes chimiques différents, qui correspondaient à peu près à 800 variables binaires,
Et nous avons généré donc 8 signaux qui correspondaient à 6 sous-groupes. Donc, dans ce tableau-là, je vous ai mis en gras les variables binaires qui correspondaient à nos signaux et en non gras, donc les variables binaires qui sont associées aux sous-groupes identifiés via les signaux. Donc là, typiquement, le signal le plus suggestif que nous avons généré, c'est celui des sulfamides non associées, où là, on voit qu'on a donc l'indicatrice à la fois once et une exposition fréquente qui ressortent. L'exposition fréquente, elle est caractérisée par plus de 22 prises sur la période d'étude. Et donc, on voit que c'est des signaux qui sortent assez fortement, donc avec un pourcentage de sélection assez élevé, surtout pour l'exposition fréquente. Donc, parmi les autres signaux, on retrouve aussi les adrénergiques en combinaison avec les anticholinergiques. Et c'est là aussi une exposition fréquente qui ressortait, donc caractérisée par plus de 7 prises, avec un pourcentage de sélection autour de 60%, et un bêta moyen assez fortement négatif. Donc R03AL, enfin, les adrénergiques, ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est un bêta-2 agoniste, donc qui est de la classe des signaux sur lesquels il y a eu un intérêt récemment dans la littérature. On a aussi trouvé donc, comme signaux les insulines et analogues. Alors là, ce qui était intéressant, c'est que c'est l'exposition sporadique qui a été générée. Donc nous, je suppose que c'est probablement un manque de puissance quand on regarde un petit peu les effectifs d'exposition. Voilà, donc avec un bêta-chapeau aussi très fortement négatif ici. On retrouve aussi les médicaments utilisés dans le cas de la dépendance à la nicotine. Alors là, c'est vraiment les deux seules indicatrices créées qui ressortent. Et donc, on est assez rassuré, mais voilà, on se doute que si ces médicaments sont sortis, si les signaux sont générés, c'est probablement parce que ce sont un proxy en fait de l'indicateur du statut tabagique, et on sait que ce statut tabagique il est inversement associé à la maladie de Parkinson. Donc on est quand même assez rassuré. Et enfin, on génère 2 signaux qu'on s'explique un petit peu moins. Donc les paraffines et les produits gras qui sont vraiment des produits dermatologiques, avec en plus un pourcentage de sélection quand même assez fort, mais un bêta moyen proche de 0. Et les relaxants musculaires. Alors ici, on se l'explique déjà un petit peu. Enfin, disons que c'est la seule substance présente dans ce groupe-là. C'est un médicament assez spécifique que l'on donne généralement après les AVC ou aux personnes qui ont des scléroses en plaques. Donc on suppose que c'est un proxy d'une condition, en tout cas. Et surtout, c'est le médicament qui a un pourcentage de sélection plus faible. C'est un signal un peu moins pertinent selon nos critères. Et ce qu'on peut dire aussi sur ces 2 signaux qu'on s'explique un peu moins, c'est que là, c'est les 2 seuls pour lesquels seulement l'exposition once sort. C'est quand même un petit peu bizarre. Donc là, je vous ai représenté pour nos signaux la distribution sur le panel de gauche des bêta-chapeaux estimés et sur le panel de droite des p-valeurs unilatérales calculées. Bon, ce qu'il y a surtout à voir, c'est que pour notre signal le plus suggestif, donc les sulfamines non associées, on a bien des distributions qui sont quand même assez compactes et surtout une distribution un peu plus shiftée vers les négatifs quand il s'agit de l'exposition fréquente, donc ce qui laisse suggérer un effet dose en quelque sorte. Même si on ne l'explique pas, la distribution des bêta-chapeaux des produits gras, donc elle est aussi un petit peu compacte, même si elle est très proche de 0, et elle a surtout une p-valeur médiane. Ah oui, les traits rouges correspondent aux médianes de ces distributions. Donc elle a une p-valeur médiane assez basse. Et de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que les distributions des bêta-chapeaux sont plutôt affaissées, plates, quand on a des fréquences d'exposition qui sont assez faibles au final. Donc ça traduit ça. Voilà, donc pour parler un petit peu des résultats des analyses de sensibilité, donc en considérant toujours un lac de 8 ans et une période d'étude de 2 ans, mais cette fois en regardant les médicaments au niveau de la substance, déjà on a plus de covariates dans le modèle. On retrouve, donc on est assez rassuré, on retrouve des substances qui appartiennent au sous-groupe que nous avons identifié. Donc pour les sulfonamides, c'est le furosémide. Et pour les médicaments utilisés dans la dépendance à la nicotine, c'est la varénicline. Bon, principalement parce que ces 2 substances sont les substances les plus représentées au sein des sous-groupes.
mais c'est moins le cas pour insuline asparte. Enfin, ce n'est pas la molécule la plus présente au sein des insulines et analogues, mais c'est un signal qui est quand même généré dans cette étude. On ne retrouve pas de signaux, de substances de la classe des adrénergiques en combinaison avec les anticholinergiques. En revanche, on génère un signal donc on détecte une substance qui est aussi un bêta-2 agoniste en combinaison avec un corticostéroïde. Et tous nos signaux un petit peu qui nous posaient question ne sont pas générés dans cette étude-là. On détecte aussi, on génère un nouveau signal au niveau substance, qui est celui de l'acide mycophénolique, qui est un immunosuppresseur. Juste 2 mots sur les analyses de sensibilité, où là, on a considéré donc 50 lags et 50 périodes d'études. Donc, au 4e niveau de la classification ATC, donc sous-groupe, on génère pas mal de signaux. On retrouve certains des signaux qu'on a trouvés avant, donc les sulfamides, les médicaments utilisés dans la dépendance à la nicotine, les insulines. On retrouve aussi d'autres signaux qu'on s'explique un petit peu moins, qu'on a moins regardé aussi, mais un antiviral, les antibactériens, voilà. Et là, en regardant au niveau de la substance, donc 5e niveau de la classification ATC, on constate qu'entre ces 2 études, les résultats sont moins consistants. Donc, il y a beaucoup de substances, on ne retrouve pas, de substances qui appartiennent au groupe qui ont été identifiées précédemment. Et d'autres substances sont considérées comme signaux alors qu'on ne les a jamais vues avant, donc en particulier les antithrombotiques. Et enfin, cette étude-là, c'est la seule, cette analyse-là, c'est la seule où on n'a trouvé aucun signal associé aux sulfamides non associés, ni aux médicaments utilisés dans le traitement de la dépendance à la nicotine. Donc pour conclure rapidement, ces résultats-là, donc ils illustrent quand même l'intérêt de méthodes de détection de signaux de type machine learning afin d'identifier des médicaments inversement associés à la maladie de Parkinson dans des bases de données de type médico-administrative. Donc, juste pour discuter un petit peu de notre méthode, on s'est basé sur un algorithme proposé par Menshausen et colleagues, comme je vous l'ai dit. Bon, dans leur papier, ils proposaient la construction d'une p-valeur agrégée qui permettrait d'agréger donc les 500 p-valeurs obtenues pour pouvoir par la suite implémenter une procédure de contrôle du FWER ou du FDR. Quand on regarde un petit peu la littérature appliquée de cette méthode, donc elle est surtout mentionnée dans des études de type GWAS et elle est trouvée quand même assez conservative. Donc c'est ce qu'on a aussi observé, c'est pour ça qu'on a cherché à garder une forme de preuve sans aller, entre guillemets, jusqu'au bout de la méthode. Mais le pitfall, c'est que notre stratégie de détection de signaux, elle ne repose pas sur un critère d'erreur. Donc la suite, ça serait donc d'analyser un petit peu plus finement les signaux que nous avons générés, en particulier en utilisant les données de la cohorte Constance, qui disposent d'informations qu'on n'a pas dans le SNDS, donc comme statut tabagique, l'IMC, l'activité physique, et donc d'investiguer un peu plus ces signaux avec une stratégie basée sur le score de propension calibrée. Merci.